Bonjour à tous. Effectivement, vous avez été fort mentalement ce matin. Ce sera ma seule transition entre l'actualité d'hier soir, pour ceux qui étaient présents, la météo très nantaise, et c'est un Toulousain qui vous le dit, de ce matin. Extrêmement ravi qu'on ait pu monter cette table ronde. Je m'appelle Cédric Georgy, je suis pas du tout dans la santé mentale, je suis directeur d'une start-up dans la e-santé, mais extrêmement intéressé par tous ces sujets-là et d'avoir réuni aujourd'hui deux entrepreneurs qui essaient d'apporter et qui vont apporter, ils ne font pas qu'essayer, qui vont apporter des nouvelles offres sur le marché pour aider chacun à leur manière un petit bout de la santé mentale. Voilà, envie de les encourager, de les faire partager avec vous leur vision, mais aussi les enjeux de ce secteur. Donc c'est ce qui va nous occuper pendant 45 minutes. Si en régie ils veulent mettre le timer qui se lance, ça nous aidera à ne pas déborder, s'ils ne veulent pas qu'on parle de trop. Yes, merci. On va faire un petit tour de présentation et l'idée aujourd'hui, c'est que chacun est venu aussi avec quelques slides, histoire de montrer ce qu'ils font pour que ça soit plus clair pour vous. Marie-Esther. Eh ben, bonjour à tous, merci Cédric pour l'invitation. Alors je m'appelle Marie-Esther, effectivement, j'ai 34 ans, je l'assume facilement, et je suis de métier infirmière anesthésiste. Alors c'est quoi une infirmière anesthésiste? Mon métier, j'envoie du rêve, je suis la dernière personne que vous voyez avant de vous endormir. Oui, ça fait rêver, j'ai bien vu vos sourires, merci. Et du coup, moi... En fait, je me suis intéressée à tout ce qui était santé mentale très tôt, mais en 2014-2015, on ne mettait pas encore le mot santé mentale dessus. Moi, je me suis intéressée surtout aux enfants, parce que je travaillais dans un secteur pédiatrique, et je me suis posé la question, mais pourquoi, d'un hôpital à l'autre, il y a des enfants, ils rentrent au bloc opératoire, ils marchent, c'est serein, et il y en a d'autres, il faut les porter, les transporter, ils nous tapent, et c'est compliqué pour eux à vivre. Et ça, c'était pour moi, en tant que professionnel de santé, très compliqué. Je me suis dit, mais c'est pas normal à un moment donné qu'on ait ça. Et j'ai fait mon mémoire de master là-dessus. Et en fait, je me suis intéressée à ce qu'on appelle l'anxiété préopératoire. Et on a été assez loin et on s'est rendu compte qu'on avait 60% en termes de prévalence des enfants qui étaient anxieux avant d'aller au bloc. Vous allez me dire, bon, le stress avant le bloc, c'est assez normal. Un adulte, ouais. Sauf qu'en fait, c'était pas si anodin que ça. On avait des enfants qui consommaient plus d'antalgiques, plus de morphiniques, qui restaient plus longtemps en salle de réveil. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais au final, un enfant qui reste plus longtemps en salle de réveil, c'est un enfant qui va être hospitalisé. C'est un coût aussi pour la santé, mais c'est aussi... plus grave, c'est que 15 jours après l'intervention, on retrouvait quasiment 44% des enfants, donc presque un enfant sur deux, qui avaient des troubles du comportement, genre troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, voire troubles régressifs. Ils faisaient pipi au lit. Et on se disait, bah, c'est rien, bon, bah voilà, ça s'est pas bien passé. Sauf qu'en fait, quand on a commencé à mettre des mots dessus, là, on s'est dit, mince, il y a quelque chose. Maintenant, une fois qu'on a fait le constat, moi, je pouvais pas rester sur le constat en se disant, bah, hélas. Non, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et on était en 2015, et à l'époque, il y avait une application pour tout déjà, hein, une application pour compter le nombre de rouleaux de papier toilette dont vous avez besoin à la maison. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut créer une application qui prépare les enfants au bloc opératoire. Et c'est comme ça qu'est né Koalou, finalement, c'est-à-dire comment on va préparer les enfants psychologiquement. De là, on a testé un premier modèle dans les hôpitaux. Donc, on a développé toute une plateforme qui accompagne les parents pour diminuer leur charge de stress, parce qu'on sait que c'est une grosse charge de stress quand on emmène son enfant à l'hôpital. Et on a développé toute une histoire pour les enfants, tout un conte thérapeutique. Et ça a super bien marché. Et puis en 2020 arrive la Covid. En avril 2020, je sors mon premier article de blog. Alors je suis dyslexique, donc c'est pas mon point fort l'écriture, mais j'avais déjà commencé à me dire il y a un truc qui va pas, et j'avais appelé le titre La santé mentale des enfants, le grand oublié de cette crise. Bon, c'était en avril 2020, je savais pas que j'avais un petit côté prophétique derrière mon article. Et en fait là, on va passer sur les slides suivantes, oui, je me suis un peu emballée. En fait, voilà, un enfant sur 5 souffre de troubles, de problèmes de santé mentale. Alors, quand on parle de santé mentale, on va se remettre bien d'accord sur ce que c'est que la définition. Santé mentale, c'est pas l'enfant qui est uniquement autiste, qui a des problèmes psychiatriques. Quand on parle de santé mentale, on va de la simple tristesse à l'anxiété, à la dépression, au stress, en allant effectivement jusqu'à l'autisme, la schizophrénie, etc. Donc c'est vraiment tout le panel de la santé mentale, d'accord ? C'est pas que ce qu'on appelait avant les fous, les asiles, enfin voilà, le vocabulaire qui allait bien avec le mot santé mentale. Aujourd'hui, on élargit vraiment à la définition de l'OMS basique de ce que c'est que la santé mentale. Et
Une étude de l'UNICEF en 2022, donc bien après la crise, en tout cas bien après le début de la crise, a montré qu'en fait, en termes de perte de pouvoir d'achat et de capital humain, ça représentait pour les 0-19 ans 387 milliards de dollars, ce qu'on gagnera, nous, vous et moi, même toute la salle ici, jamais ensemble. 387 milliards de dollars, le fait de ne pas prendre en charge les enjeux de santé mentale. Et ça, c'est plus tolérable, en fait. Peut-être faire un petit focus sur la France, parce que c'est hyper important. Je viens de rentrer dans un collectif qui s'appelle le collectif Mental Tech, et peut-être on en reparlera tout à l'heure si ça te va. Ne me grille pas tout. Exactement, non, je te pique pas tout. Du coup, simplement une étude qui a été lancée en partenariat avec le Mental Tech, collectif Mental Tech et l'Institut Sapiens. Juste pour faire les points, vous les voyez sur ce que ça représente en France concrètement. Je vais pas revenir sur chacun des chiffres. Le seul sur lequel je vais insister, c'est celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est celui du milieu. C'est que le gain estimé par l'accélération du numérique en santé mentale permettrait d'économiser 15,3 milliards d'euros par an. C'est pas si anodin que ça, et c'est aussi pour ça que, au-delà de l'impact mental qu'on peut avoir chez les enfants, en fait, on veut aussi avoir un impact financier parce qu'on sait que c'est ça qui parle, en tout cas beaucoup à nos politiciens et à nos économistes, de se dire on ne met pas de l'argent pour rien, mais on va plus loin. Les trois enjeux majeurs de la santé mentale en pédiatrie, en tout cas, et peut-être tu feras un autre sur la partie enfant, c'est le retard de détection. Le parent, il a une inquiétude, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il va sur les réseaux sociaux, etc. On va voir un petit peu le schéma standard. Identifier le bon professionnel de santé. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de se dire vers qui je vais, un psychologue, psychiatre, pédopsie. Est-ce que je vais dans le public, est-ce que je vais dans le privé? Et enfin, le troisième point, c'est la perception de la santé mentale. Enfin, il y a un vrai enjeu là-dessus. Aujourd'hui, on se le dit. Quand on parle de santé mentale, c'est plus facile en 2022 de dire je vais chez le psy, mais faites-le il y a 4-5 ans, on vous prenait pour un fou. On vous disait vous avez un problème, ou votre enfant a un problème, pire encore. Voilà un peu, c'est quoi aujourd'hui le parcours qui est compliqué. Vous avez un problème, vous avez une apparition de symptômes, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir votre famille, mais encore on n'en parle pas trop parce que bon, c'est pas encore très bien vu. Alors pire, vous allez sur Internet, alors là vous trouvez du tout au rien, vous finissez avec un diagnostic qui fait assez peur, ou vous allez sur les réseaux sociaux. Bon là c'est assez pareil, c'est assez inquiétant. Et après vous avez deux types de médecine vers lesquelles vous pouvez aller. Vous avez la médecine traditionnelle, avec la limite que ça peut comporter, on y reviendra après, et les médecines alternatives. Donc dedans vous avez tout. Vous avez l'hypnose, la naturopathie, l'ostéopathie, la sophrologie, etc. Je vous ai mis à droite ce qui était remboursé et pas remboursé pour que ça puisse vous donner un petit ordre d'idée aussi de où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Sur la médecine traditionnelle, si vous allez dans le public, généralement vous êtes 100% remboursé. Par contre, du coup, vous avez toute la notion du délai. Forcément, aujourd'hui, c'est minimum 4 mois pour avoir un rendez-vous pour votre enfant. C'est rassurant quand vous, au quotidien, vous avez des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation ou des choses qui sont très compliquées à vivre pour votre enfant. Ou alors vous pouvez aller dans le privé. Et alors là, dans le privé, la consultation pour un professionnel, c'est entre 100, ça peut monter jusqu'à 140 € par consultation. Bien sûr, c'est une consultation par semaine. Vous imaginez qu'un budget pour une famille avec 3 enfants, c'est juste pas possible. Qu'est-ce qu'on a voulu faire, nous? C'est une application de gestion des émotions pour les enfants à portée de main. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de se dire comment on ramène la santé mentale à la maison, comment on se réapproprie les enjeux de santé mentale à la maison. Comment ça se passe concrètement? En fait, on a une application où on est centré sur l'enfant. On a mis un petit focus sur les 3-12 ans. Parce qu'en fait, si aujourd'hui on constate un taux de suicide très élevé chez les adolescents, c'est qu'il s'est passé quelque chose en avance, en fait. Entre 3 et 10 ans, il s'est passé des choses. Ces choses-là, il faut les déceler, les diagnostiquer, et c'est ce que nous, on propose grâce à Koaloo. On a développé des jeux qui sont thérapeutiques, c'est-à-dire que quand votre enfant y joue, il ne fait pas que jouer, en fait. Mais il y a un impact thérapeutique à court, moyen et long terme, et c'est ça que nous, on veut. En tout cas, c'est pas que vous proposez de la méditation, même si ça peut être une solution parfois, mais on veut aller encore plus loin et avoir un impact qui est durable. Ensuite, on va proposer du contenu pour les parents, parce qu'un enfant, on ne peut pas le distinguer de son parent, en fait. C'est assez basique. Les sujets sur lesquels c'est le plus fréquent, généralement, ça va être le sommeil, la colère, l'anxiété, la tristesse, l'agressivité. Et souvent, en fait, on va donner du contenu. Pourquoi mon enfant, il a ça? C'est essayer de rationaliser. Et on vous propose de ne pas aller voir sur Doctissimo, mais d'avoir vraiment des fois des articles qui sont bien faits par des professionnels de santé, baqués derrière pour que vous soyez aussi rassurés.
Et puis, à l'intérieur, on a développé des outils thérapeutiques. Alors, moi, j'appelle ça de la psychothérapie digitale, même si ce n'est pas de la thérapie digitale, et on reviendra là-dessus plus tard. Mais on a en fait développé tout un programme sur 21 jours pour accompagner les parents et surtout les enfants pour leur permettre en fait de gérer et de mieux les outiller contre le stress et l'anxiété. Ça marche super bien. Les mamans témoignent. Donc à gauche, alors c'est écrit en petit, mais à gauche c'était une maman dont l'enfant avait 9 ans, avait des phobies scolaires, et les parents nous disent bah écoutez, au bout de quelques jours on s'est accordé avec le papa pour dire qu'il y a vraiment une amélioration fulgurante. On est super content. Le petit, maintenant, il est plus serein pour aller à l'école, etc. La maman à droite qui avait sa fille qui avait des problèmes d'endormissement, alors liés à tout un tas de trucs dont je ne rentrerai pas pour l'aspect éthique aussi, mais qui nous disait, bah voilà, au lieu d'avoir 2 heures pour endormir ma fille qui a 9 ans, et ben maintenant, on met plus que 10 minutes. Et enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez des enfants, mais s'endormir 2 heures, essayer d'endormir son gamin pendant 2 heures, alors, une fois, ça va. 2 fois, ça va. 3e fois, vous commencez un peu à perdre patience. Voilà, je n'en dis pas plus, j'ai été assez long. Pour ceux qui veulent, on sort notre appli gratuite. Je vous ai mis un QR code, comme ça, je fais un peu de pub aussi, mais c'est gratuit, donc ça n'engage rien. Vous, c'est un petit typeform, vous remplissez votre adresse mail, et dès qu'elle sort ce mois-ci, on vous envoie un petit mail. Voilà, j'espère ne pas avoir pris. Non, c'est bon. 10 minutes max. Juste par curiosité, combien de personnes ont des enfants parmi vous ? On a une petite moitié de l'audience qui pourra peut-être être en écho à ce que tu viens de dire. En tout cas, moi, j'ai vécu le côté 1h30 d'endormissement pendant 1 mois. Et ouais, la santé mentale de tout le monde était mise à l'épreuve, c'est clair. On change d'approche, on change de cible aussi. Yannick, je te laisse présenter ce que tu fais. Ouais, merci Cédric, Marie-Esther. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Yannick Tresco, je suis le CEO et le cofondateur de Resilience Thérapeutique. Donc, je suis également un professionnel de santé qui a monté une start-up. Donc, je suis pharmacien militaire de formation avec une thèse en fait d'université, puis après un MBA. Donc, ça, on va en revenir après. Et nous, la thématique qu'on s'adresse, c'est les troubles de stress post-traumatique et les événements traumatiques. Donc totalement différent. Ça concerne aussi les enfants. Et elle a fait une belle transition, Marie-Esther, parce qu'on sait à l'heure actuelle que les événements de l'enfance ont des répercussions très importantes sur l'adolescent et les jeunes adultes. Et finalement, nous aussi, ça va être une des gros enjeux dans les prochaines années, c'est d'arriver en fait sur l'enfant à détecter ces événements traumatiques. Alors pour pas trop en fait me spoiler, ce qu'il faut voir, c'est que bon, on est deux cofondateurs. Donc mon épouse qui est infirmière de formation, qui a crapahuté dans des services urgences, dialyse, réa pendant 10 ans. Et moi, dans mon parcours de pharmacien militaire, j'ai été blessé en opération extérieure en 2007 au Tchad par des éclats de grenade. Malheureusement, malgré l'opération en fait sur place, j'ai pas eu de diagnostic en fait de posé. J'avais tous les symptômes et je suis resté pendant 10 ans avec des symptômes cachés, avec des mécanismes d'autodéfense suite à cet événement traumatique. Et je vais vous expliquer les événements traumatiques et vous allez voir qu'on peut tous y être confrontés. Et c'est qu'en 2017, en fait, que du coup, j'ai fait un burn-out, un épuisement professionnel, donc qui rentre aussi dans le champ, dans le cadre de la santé mentale. Et là, on m'a posé le diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Donc, ça a été 4 ans de thérapie. Non, tout va bien. Mais si on s'était pris beaucoup plus tôt, j'en serais pas arrivé en fait à ce côté-là. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'un événement traumatique, contrairement à ce qu'on pense, on peut tous l'avoir. C'est pas réservé aux militaires, c'est pas réservé aux victimes des attentats Bataclan, Nice ou autres. C'est 70% d'une population au minimum qui va vivre au cours de sa vie un événement à potentiel traumatique, c'est-à-dire une menace directe de mort pour lui, que ça soit comme témoin ou comme victime, ou simplement aussi une perte en fait de son intégrité physique et psychique. Et donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est des accidents de voiture, c'est des catastrophes naturelles, c'est l'annonce en fait d'une pathologie grave. On a à peu près 20% de personnes lors du diagnostic du cancer qui est un événement traumatique, qui ont un risque de développer cette pathologie qui est ça permet de sensibiliser, qui est multisymptôme, c'est-à-dire c'est de la dépression, c'est des cauchemars, c'est de l'insomnie, c'est ce qu'on appelle les flashbacks, donc des reviviscences en fait dans la journée, c'est une phobie sociale, c'est une tendance à aller vers les addictions très fortes, donc drogue et alcool.
et que les chiffres à l'heure actuelle estiment bien qu'on est à peu près à 1-3% des habitants d'un pays par année à avoir en fait un trouble de stress post-traumatique. Et parmi ceux-là, il y a à peu près que 10% qui sont détectés et diagnostiqués. Et c'est justement là où on est en train de s'attaquer avec Resilize, c'est vraiment cette capacité à les détecter. J'ai avancé sur pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est comme tous les problèmes en fait de santé mentale et plus en fait de psychiatrie, il y a une grosse stigmatisation. Donc moi aussi, le fait en fait d'être patient et professionnel de santé et d'en parler en fait librement, c'est dire aussi, c'est pas parce qu'on a une pathologie psychiatrique ou qu'on en a eu une qu'on est forcément fou. Et on ne l'est pas. On ne dit pas à une personne qui a un cancer ou qui a un diabète ou une insuffisance rénale, vous êtes fou, vous êtes malade. C'est exactement la même chose. Donc il faut déstigmatiser. Donc le Covid a permis aussi ça. Le seul souci, c'est que sur les troubles de stress post-traumatique, on n'a pas de détection. Le diagnostic, en fait, est très compliqué. Les traitements, il n'y a pas de traitement médicamenteux pour le soigner, parce que c'est beaucoup de symptômes. Donc, on traite qu'avec des médicaments qui sont propres à chaque symptôme, antidépresseur et anxiolytique, qui n'est pas forcément la meilleure des optiques. Et surtout, les professionnels de santé, et j'en suis un, ils ne sont pas forcément formés pour pouvoir détecter. Typiquement, un des exemples qui est assez parlant, suite à l'accouchement, on parle beaucoup en fait de baby blues, on parle beaucoup en fait de dépression du postpartum. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si la dépression du postpartum n'était pas un des symptômes dus à un événement traumatique qui est causé par l'accouchement? Et à l'heure actuelle, ce qu'on appelle nous le diagnostic différentiel, il n'est pas fait. Et si vous traitez que la dépression, vous n'avez pas traité le trauma, donc vous avez des risques en fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après en fait de développer suite à un autre événement de la vie un vrai trouble en fait de stress post-traumatique. Et dans ce cadre-là, nous on a imaginé quelque chose de très horizontal, c'est-à-dire un parcours. Donc Marie-Esther, c'est le même principe. Elle a une vision en fait de parcours. Pourquoi? Parce qu'on peut détecter ou diagnostiquer un patient, mais on en fait quoi à l'heure actuelle? C'est-à-dire que le système de soins n'absorbe plus n'a plus les capacités humaines en termes de rendez-vous pour pouvoir absorber, pour pouvoir prendre en soin les patients et les traiter au fur et à mesure. Donc nous, on est parti de ce constat et on monte en fait un parcours qui va de l'événement traumatique, c'est-à-dire qu'on est sur du préventif, on est sur du curatif de cet événement traumatique où il y a des premiers symptômes qui arrivent, jusqu'au traitement et au télésuivi du patient. C'est-à-dire un patient qui rentre chez nous, il sort en fait quand il n'a plus besoin de l'application, il n'a plus besoin en fait du suivi médical. Derrière, pour ce faire, on sait qu'il y a énormément de problèmes en fait de diagnostic en psychiatrie. Donc, on utilise le numérique à bon escient dans le parcours de soins. C'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup de biomarqueurs dans la voix. C'est quelque chose de très naturel. Au niveau du visage, fréquence cardiaque. Donc, on fait tout avec le smartphone, en appli mobile et on est complètement mobile only, qui permet en fait de capter, de donner les premiers exercices, les contre-mesures médicales à validité scientifique. Beaucoup d'intelligence artificielle, donc je sais qu'il y a eu des conférences en fait là-dessus, où on fait tourner, on met en place les modèles prédictifs et surtout on donne des indicateurs aux patients et aux professionnels de santé. Et en parallèle, on monte des programmes thérapeutiques sur à peu près 90 jours pour prendre en charge des symptômes sur lesquels à l'heure actuelle il n'y a pas de traitement. Donc typiquement les images intrusives, c'est vous allez revoir en fait quelque chose dans votre tête passé ou une pensée désagréable de votre événement traumatique. Et voilà. Je vais finir juste sur l'intérêt du numérique. Alors là, c'est dans le PTSD, mais c'est également en fait dans n'importe quelle pathologie de santé mentale. Et je pense que Marie-Esther, avec son application, ça a été la même chose. Les données sont hyper importantes. C'est des données en fait sur lesquelles on va pouvoir capitaliser au niveau professionnel de santé pour pouvoir poser un diagnostic et avoir des signes objectifs de cette pathologie. Et donc, on va pouvoir prédire, on va pouvoir prévenir, on va pouvoir diagnostiquer et surtout, on va pouvoir améliorer les traitements puisque la psychiatrie, il n'y a plus d'investissement depuis 10 ou 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, donc plus de médicaments, plus de nouveaux médicaments. Et donc, en fait, il faut trouver en fait, des voies alternatives ou au moins avoir de la donnée. Donc, nous, l'application, on est vraiment sur du dispositif médical, mais on va en parler après sur les questions. Donc, ce qui veut dire beaucoup
d'investigation clinique. Donc on va commencer à partir d'octobre-novembre avec 4 grands centres en France sur diverses pathologies, en oncologie, gynécologie, médecine médico-judiciaire pour tout ce qui est agression sexuelle et agression physique, et la médecine de ville. Donc, si vous voulez nous suivre, il n'y a pas de souci, on est présent sur les réseaux. Et moi, comme je dis toujours, l'évolution en fait, de notre société fait qu'on doit co-construire les applications, les solutions avec les patients. Donc, moi, j'ai la chance, je vais dire que j'ai la chance d'être à la fois patient et professionnel de santé pour apporter une vision complète en fait, sur ce parcours-là. Super. Vous avez été magnifiques tous les deux dans vos présentations. Parce que vous avez à la fois présenté vos activités, mais je pense beaucoup d'éléments de contexte et d'explication de ce secteur qui, pour au début d'une table ronde, c'est parfait. Revenir sur un point pour démarrer, c'est sur qu'est-ce qui a changé, vous l'avez un peu évoqué tous les deux, sur la santé mentale. Je pense qu'on l'a tous vécu avec le Covid à différents niveaux, mais ne serait-ce que dans notre capacité à communiquer sur « ça va pas ». Mentalement, je vais pas bien, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression, j'ai mal vécu le Covid, quelque chose qu'on n'évoquait pas avant. Et en même temps, un écosystème de la tech pour la santé mentale qui, est-ce qu'il était là avant, caché, est-ce qu'il est en train d'arriver? Mental Tech, on va en parler maintenant. Enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ce secteur? Il y a une tendance. Pas pour rien qu'on en a fait une table ronde. Il y avait la Femtech le premier jour, c'est aussi une tendance, et c'est pas une critique de dire que c'est une tendance. Il y a une tendance de la tech pour la santé mentale. Allez, je vais commencer. J'ai juste repris un peu d'eau. Alors, moi, je vais dire juste une anecdote en fait par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a commencé sur le projet en 2018. Parler d'événements traumatiques, de troubles de stress post-traumatique en 2018, c'est surtout partez pas là-dessus. Donc c'était canard complet. On a rencontré énormément de monde. Et tout le monde en fait nous disait non mais n'y allez pas. Et puis Covid est arrivé, on en a parlé, et c'est vrai que il y avait déjà des acteurs de la santé mentale avant, mais c'était plus tourné sur la qualité de vie au travail, c'est-à-dire comment on peut améliorer un certain nombre de choses. Et puis Covid est arrivé, forcément confinement, forcément chamboulement de tout notre quotidien pour tout le monde. Et ben là, à partir de ce moment-là, il y a eu une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle s'est révélée en fait dans les chiffres, en termes d'hospitalisation, en termes d'arrêt maladie, en termes de consommation de médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques, qui a eu une augmentation considérable. Et donc cette prise de conscience a fait que, au niveau de l'écosystème, nombreuses sociétés se sont créées, beaucoup plus en fait d'attrait et de discussion. Et nous, on l'a vu sur le trouble de stress post-traumatique, puisque les soignants, ils sont confrontés aussi avec ce qu'ils ont vécu en réanimation. Et donc là, c'est vrai qu'on a eu une accélération. Et nous, on a créé la société officiellement pendant le Covid, parce qu'on a été énormément sollicité. Et ce que disait Cédric, c'est que l'écosystème a augmenté, de nombreux acteurs à l'heure actuelle présents en France sur la santé mentale. Et donc avec, je vais introduire le collectif Mental Tech à ce moment-là, on s'est posé la question avec 6 autres entreprises de se dire waouh, ça fusionne en fait de partout. Ça part, c'est une ouverture finalement de business, mais avec le bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment cette dynamique pour pouvoir apporter des solutions. Mais par contre, on voit de tout, c'est-à-dire des sociétés qui ont des validations médicales, qui proposent des solutions qui sont validées, et on connaît en fait les risques du numérique et du digital sur la santé mentale. Et si on n'y fait pas attention, il risque d'y avoir en fait des grosses conséquences. Donc avec 6 entreprises, on a monté le collectif Mental Tech au mois de mars. Donc avec Care qui fait de la téléconsultation, avec HypnoVR qui fait de la réalité virtuelle pour la douleur et l'anxiété, Petit Bambou que je pense beaucoup d'entre vous connaissent en app de méditation, Quit, Tricky, et je pense que j'ai oublié personne, sinon je vais me faire non, c'est bon. Et du coup derrière, on s'est monté une feuille de route complète de sensibilisation, de pousser des propositions au niveau des pouvoirs publics, avec la rédaction des tribunes. On a fait une tribune en fait récemment sur des propositions pour la santé mentale des jeunes. Et du coup, on a fait un appel à ouverture. On a eu à peu près 70 candidatures d'entreprises ou autres pour rejoindre le collectif Mental Tech. On s'est fixé quand même en fait des critères qu'on assume, de qualité, d'éthique,
de droit, de protection des données, de faire les choses de manière médicale, où vraiment on fait purement scientifique. Et on a 13 entreprises qui nous ont rejoints, dont Coalou. Donc ça a été diffusé sur les réseaux hier. Et donc là, on continue sur ça pour structurer justement cette filière-là et mettre en place en fait tous les garde-fous pour pas qu'on ait une dérive de la technologie ou une dérive à mauvais escient de la santé mentale. Et justement, si tu me permets de compléter ce que tu dis, je vais donner juste une perspective internationale, parce que c'est toujours intéressant là-dessus de voir ce qui se passe, parce qu'on est un peu en retard sur la santé mentale en France. Hein. On a déjà... sur la santé, on est en retard. Sur la santé mentale, encore plus. Juste sur la santé ou sur le numérique en santé, tu dis qu'on est en retard? Oh, surtout. Enfin, pardon, mais on va être très honnête sur. C'est surtout. Bon, on peut en revenir sur la santé mais plus tard. c'était pour clarifier. Je reviens sur l'aspect international. Pendant la période Covid, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est 300 000 applications aux États-Unis qui sont sorties sur la santé mentale. Hein. 300 000, donc c'est pas rien du tout. La santé mentale, c'est un sujet pour eux. Mental health, c'est quelque chose qui c'est commun, ça fait partie de ce qu'ils appellent aussi le well-being. C'est inclus dans leur société, mais aussi dans leur culture en fait. C'est vraiment prendre soin de sa santé mentale. Depuis, allez, on va dire au moins une dizaine d'années, ils sont très à l'aise avec le sujet. Il y a des entreprises qui cartonnent là-bas. Juste pour faire le point par rapport à ce que tu disais sur la validité scientifique, il y avait un article qui était publié hyper intéressant en 2020 et qui disait que, fin 2021, qui disait sur ces 300 000, il y en a à peine 30% qui sont validés scientifiquement. C'est-à-dire beaucoup utilisent du vocabulaire scientifique sans apporter la preuve scientifique que ça a un effet. Et ça, c'est aussi pour nous, chez Coalou, mais comme chez toi, c'est hyper important de se dire, en fait, moi, je ne vais pas dire un charlatan, mais je ne vends pas n'importe quoi, en fait. Je veux qu'on prouve scientifiquement que prendre soin de la santé mentale, ça a un impact en fait. Que quand je donne ce que vous verrez comme une bande dessinée ou une histoire à un enfant, en fait, c'est pas que des dessins. C'est pas quand votre enfant y joue, c'est pas qu'un jouet en fait. Ça a un impact sur ça diminue son taux de stress, ça diminue les troubles du comportement à quelques temps après avoir utilisé l'application. C'est hyper important parce qu'en fait, on joue pas avec la vie des gens. Et le numérique en santé, pour moi, il ne faut pas faire un focus que là-dessus, mais tout ce qu'on doit faire doit avoir un impact scientifiquement prouvé à un moment donné sur ce qu'on est en train de faire. Après, la question qu'il faudra quand même se poser, c'est tu peux pas passer ton temps à développer une solution et passer aussi ton temps à le prouver scientifiquement. Faut pas que ce soit trop compliqué de le prouver scientifiquement d'une certaine manière. Faut pas que les démarches scientifiques soient hyper compliquées parce que du coup, je suppose que quand tu as une start-up, en tout cas nous on est un peu jeunes et on n'a pas autant d'équipes que vous, du coup ça demande beaucoup de ressources humaines pour arriver à ce stade-là. Mais pour moi, c'est un élément essentiel de prouver que scientifiquement, vous ne faites pas qu'un truc comme ça parce que tu t'es dit ouais c'est chouette de s'occuper des enfants. Non, en fait, je fais pas de l'humanitaire là. Je fais quelque chose thérapeutique, qui a un impact thérapeutique. Tu parles justement de l'enjeu de prouver scientifiquement, donc l'enjeu du réglementaire. Si on essaie s'il y en a parmi vous qui s'intéressent au secteur de la santé mentale, éventuellement avec un angle d'entrepreneuriat, les enjeux principaux donc, qui sont autour du réglementaire, valider, se faire approuver. On en a parlé hier dans la table ronde généraliste sur la tech pour la santé et de la complexité ensuite d'aller à l'Europe, qui est un marché fragmenté. Si vous voulez dresser de façon assez synthétique, vous êtes des bons clients en termes de prise de parole, vous en tant qu'entrepreneur, vos complexités liées à votre secteur, et qui veut prendre? La complexité liée au secteur, c'est qu'en fait déjà on est dans la santé. Alors moi-même et toi qui êtes professionnel de santé, en fait quand on est à l'intérieur on sait ce que c'est, hein. Mais en fait vous imaginez pas ce que c'est. En vrai c'est très compliqué. Alors premièrement je dirais le business model. Quand tu vends à des établissements de santé ou ça c'est hyper compliqué. Pourquoi ? Parce que les établissements de santé sont très compliqués à avoir. Alors, j'essaie d'être politiquement correct. Non, mais on en a parlé hier aussi. Voilà, c'est ça. C'est assez compliqué, en tout cas, sur la partie santé. Donc, en tout cas, de réussir à contractualiser. La deuxième chose, c'est prouver scientifiquement. Nous, typiquement, on travaille avec le CH de Valenciennes. C'était important pour nous que notre premier produit, en fait, on puisse prouver scientifiquement. Mais ça met du temps. Il faut trouver la bonne personne qui va faire les bonnes inclusions, qui va te dire,
bah, tiens, ton protocole de recherche, voilà ce qu'on va faire, etc. Donc ça, c'est un deuxième enjeu. Et puis après, tu as l'enjeu de changer les mentalités. Et ça, c'est ramer au quotidien ou... Enfin, ouais, c'est ramer au quotidien, mais c'est hyper intéressant parce qu'on sait, et je termine par ce point-là, on sait que c'est un enjeu de santé publique. En fait, on ne peut plus faire semblant d'eux, en fait. Donc moi, mon but, c'est de continuer à me battre et à crier haut et fort partout à qui veut l'entendre que les enjeux de santé mentale, en tout cas des enfants, mais chez l'adulte, c'est la même chose, on ne peut plus passer à côté. En fait, c'est plus le temps de faire le constat, c'est le temps d'agir. Et là, il est temps de le faire. Yannick, bien, elle est punchy, Marie-Esther, en fait, ce matin. Mais elle a raison. Non, moi, je vais reprendre 2 points. Le premier point, c'est pour dire que sur la chaîne, en fait, finalement, de prise en charge en santé mentale, on va avoir du wellness, on va avoir des applications wellness, type Petit Bambou ou autre, jusqu'à des dispositifs médicaux. Selon la classification, en fait, de votre application, qui est un choix de l'entrepreneur, qui est un choix de l'entreprise, les contraintes réglementaires ne sont pas les mêmes. Si les applications wellness, bien-être, on peut les avoir disponibles rapidement en fait, sur les stores, on ne sait pas forcément s'il y a de la validité médicale ou scientifique en fait, derrière, ça marche. Je veux dire, pour certains troubles, il ne faut pas se dire il faut faire que du médical et donc ces applications, non. Bien sûr, en fait, qu'il les faut, et c'était le but du collectif Mental Tech, c'est d'avoir du wellness jusqu'au dispositif médical. Donc forcément, quelqu'un qui va développer une application wellness avec de la méditation, avec des exercices, des capsules en fait vidéo, et ben au bout de 3 mois, 6 mois, maximum 1 an de développement, elle est en fait disponible, gratuite ou payante, peu importe, ça c'est problème du modèle économique et s'il y a de leur revente ou non en fait de données de santé, donc ça c'est un pain. Mais quand vous êtes sur du dispositif médical, et ben vous êtes sur des réglementations qui sont très très lourdes pour assurer la sécurité du patient. Et si de toute façon on veut aller vers le remboursement, qui est l'une des voies que nous, on a choisi chez Resilize pour pouvoir offrir la solution à tout le monde, parce qu'on sait que les soins de psychiatrie, de psychologie sont très coûteux. Et pour des thérapies longues comme le trouble de stress post-traumatique, eh ben les dépenses, c'est à peu près 150 € par mois sur des thérapies qui peuvent durer 2 à 3 ans, avec des prises en charge très faibles, parce que le psychologue n'est pas pris en charge. Donc, quand vous partez sur du dispositif médical, c'est de l'investigation clinique, c'est avoir les autorisations de la Haute Autorité de Santé, les validations, les études médico-économiques. Donc ça, c'était juste en fait pour clarifier qu'on peut avoir en fait ces 2 segments. Après, nous, finalement, le choix en fait de Resilize, c'est porté vraiment sur ce côté dispositif médical. Et on sait qu'en France, les procédures sont longues. Et c'est un choix. Et j'espère que dans les prochains mois ou les prochaines années, il va y avoir un assouplissement justement pour faciliter la mise à disposition en fait, de solutions auprès des hôpitaux, des cliniques, avec ce qu'on appelle un peu un fast track ou des accès en fait, précoces pour pouvoir, on a développé la solution, on est garant avec nos certifications réglementaires et ISO qu'on est en fait dans les clous, laissez-nous en fait la déployer. Et on vous montre en fait les bénéfices, un peu comme c'est fait en Allemagne. Et ce dont tu parles, pour ceux qui ne sont pas experts, c'est vraiment cette notion de thérapie digitale, c'est-à-dire le fait qu'une interaction avec un écran va soigner, si je résume. Ouais. C'est ça en fait. Et donc là, je vais faire la parallèle et c'est ça que je voulais dire et que j'ai oublié, c'est que la thérapie digitale, ou ce qu'on appelle aux États-Unis Digital Therapeutics ou Prescription Digital Therapeutics, c'est vraiment une classification bien précise. Et ça, il faut faire attention. Donc, l'Alliance internationale sur les DTX a bien précisé que c'est un dispositif médical, c'est software as medical device, donc un logiciel comme un dispositif médical qui va être capable en fait de détecter, soulager, voire traiter une personne en faisant aussi du télésuivi, et qu'on est dans une catégorie de dispositif médical. C'est-à-dire que quand vous voyez des campagnes, alors je suis désolé, mais je vais le dire, des campagnes marketing qui vous disent « Ah, mais on fait en fait de la thérapie digitale », alors que la solution n'a montré aucune évaluation clinique, n'a pas de comité scientifique et médical garant en fait du sérieux de la solution, et c'est des termes marketing. C'est comme l'IA, l'intelligence artificielle. Dès que ça a sorti, tout le monde disait je fais de l'IA, alors que certains faisaient juste des tableurs Excel
pour vulgariser, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la thérapie numérique, thérapie digitale, il faut vraiment faire attention. C'est une vraie classification et il faut le respecter. Donc, si j'étais provocateur, je dirais qu'il y a déjà l'équivalent de l'homéopathie dans la thérapie digitale, c'est ça? T'es pas obligé de répondre, c'était juste pour être provocateur. Un point, parce qu'on est dans un événement qui rassemble beaucoup d'entrepreneurs ou néo-entrepreneurs, problématique du financement. On est dans la santé, déjà on sait que c'est compliqué, on en a aussi parlé hier, et le problème de l'acculturation globale dont vous parliez, il va aussi toucher les investisseurs. Il ne s'agit pas de mettre en opposition, mais vous allez voir un investisseur, vous avez un projet autour du cancer, personne ne va vous challenger sur c'est horrible à dire comme ça, mais c'est la réalité, la taille du marché à adresser côté cancer. Qu'en est-il quand vous avez des projets comme vous deux sur la santé mentale? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait l'évolution de la taille du marché des apps de santé mentale. Ils attendent une augmentation il y a une augmentation de plus 20% du marché des apps de santé mentale par an en fait. Là en ce moment, c'est un truc impressionnant. Donc pour moi, il y a un truc qui va faire qu'en France, en fait, notre marché va forcément grandir. Donc là, on vise quelque chose. Maintenant, la question, c'est, on n'a pas encore forcément en France l'habitude d'acheter des apps de santé. C'est très difficile d'avoir des dépenses de santé parce que dans notre mentalité, la santé est gratuite. Pourquoi je vais payer un truc de santé mentale? Pourtant, vous êtes prêt à aller quand même payer vos séances de psychologue. Mais de là à passer à je vais acheter une appli qui va pas remplacer mon psychologue, mais qui va faire un effet parfois équivalent, parce que nous, c'est parfois ce qu'on propose en tout cas, en disant voilà, on vous propose, c'est l'équivalent de 7 séances de psychothérapie. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment mentalement aussi on va réussir à faire le shift. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit quelque part. C'est aussi en prouvant scientifiquement que tu as autant d'effets avec un psychologue que parfois avec la thérapie digitale. C'est là où on va être efficace. Je fais le parallèle rapidement, mais parfois, en fait, on s'est aperçu que l'aspect numérique avait plus d'effets qu'un médicament. C'est assez typique. Si tu vas au bloc opératoire, tu mets une tablette devant un gamin versus midazolam, c'est aussi efficace. Nick, vas-y, je t'en prie. Ouais. Moi, ce que je vais compléter, c'est que effectivement, les applications en fait se développent. Le marché en fait des digital therapeutics, il explose aux US avec des investissements par des investisseurs et des VC américains qui sont très très forts. On est en train de s'apercevoir en France que on va pas rentrer dans le même système qu'eux, donc du coup on freine. Donc est-ce qu'on va être encore une fois la dernière roue en fait du carrosse, je parle du pays, la France, voire l'Europe, la dernière roue en fait du carrosse, ou est-ce qu'on va suivre en fait le mouvement? Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que il y a des investigations cliniques qui ont été sorties et une validation d'une thérapie numérique qui a dépassé l'utilisation en fait du médicament et notamment d'un somnifère. Donc le fait d'avoir utilisé le programme thérapeutique, c'est très récent, il y a 15 jours, ça a été publié, validé par les autorités de santé du pays, alors c'est pas la France. Et donc ça, on voit clairement le potentiel, il est énorme, il y a de la validation scientifique et forcément, ça demande des investissements. Quand vous voulez faire de l'investigation clinique pour du cancer, facilement, vous allez trouver des subventions. La santé mentale ou la psychiatrie, non. Donc nous, c'est vrai que, je vais faire un peu de pub pour EasyLife, le fait d'être sur l'événement traumatique, ça nous a permis de dire, on va aller aussi en fait sur le cancer, on va aller aussi faire en fait de la femtech parce qu'on va être sur la périnatalité, la gynécologie, sur tout ce qui est violence. Donc voilà, donc nous on est un peu au milieu en fait de tout ça, mais des boîtes qui sont vraiment spécifiques en santé mentale, psychiatrie, qui cherchent à faire des évaluations médico-économiques, de montrer le bénéfice pour le patient et pour la société, c'est devenu compliqué. Et je pense qu'on va clairement, s'il n'y a pas un changement rapidement là en France, on va se faire doubler par tous les autres pays avec des solutions américaines principalement, qui vont arriver en fait en France, où on sait qu'on a un problème aussi de données de santé, de revente de données de santé, et qu'on sait que nos données émotionnelles, psychologiques, etc., ce risque-là, il existe et il est de plus en plus présent. C'est ce que tu dis, et on va prendre les questions juste après, donc c'est parfait, j'ai vu une main se lever. Pour contextualiser le secteur de la psychiatrie, dans le secteur
santé est souvent nommé comme le parent pauvre, MCO, SSR, et le petit dernier dans lequel il y a très peu d'investissement, historiquement, même sur le numérique, les outils, etc., c'est la psy. Juste Cédric, ouais. désolé, mais c'est quand même important de le dire. Les RH, les ressources humaines, parce que là, on a parlé technologie, tout ça, mais dans la vraie vie, en fait, on a un vrai enjeu des RH à un moment donné. On n'a pas assez de médecins. Il faut à un moment donné que les gens se rendent compte, on n'a plus assez de psychiatres, on n'a plus assez de pédopsies, et donc il ne va pas falloir attendre, comme demain, de se dire « Ah mince, l'hôpital est en train de mourir, ah trop tard, il meurt ». Non, en fait, ça y est, on est déjà en train de faire quelque chose, et c'est maintenant qu'il faut investir dans les thérapies, parce que c'est ça qui va, je ne vais pas dire ça va remplacer, mais ça va apporter de la valeur aux professionnels de santé au bon endroit. On va arrêter de leur faire perdre du temps avec des domaines qui ne sont pas les leurs, en fait. Donc voilà, je ferme Désolé, la Yannick. Non, parce que... Et on baisse la charge mentale des professionnels de santé. Ça. Yes, ok, j'ai bien fait de te laisser quand même compléter. Il y avait une question devant, et si vous avez des questions ensuite... Oui, par contre, on aura le temps de prendre qu'une ou 2 questions, malheureusement. Voilà. 2. Merci à tous pour votre travail. Franchement, ces applications, on en a vraiment besoin et j'espère que ça fera beaucoup de bien autour de nous. En tout cas, moi, j'avais entendu parler il y a quelques semaines de votre application, par hasard. Je suis ravie de voir une nouvelle application aujourd'hui et j'en parlerai. Ma question concerne justement les données. On parle beaucoup, surtout quand il s'agit de santé, on devient très frileux sur où vont être stockées ces données, de quelle manière elles vont être reprises, est-ce que ce sont sur des serveurs qui sont en France bien protégés, etc. etc. Donc aujourd'hui, sur vos applications, où sont traitées, où sont stockées les données ? En réponse courte, parce que c'est facile de répondre de façon courte là-dessus. Ouais, alors réponse courte. Moi personnellement pour Resilize, on n'est pas GAFA, donc en fait les données c'est souveraineté française, souveraineté européenne. Vous pouvez le comprendre par rapport aux troubles de stress post-traumatique. Si on va sur des populations défense et sécurité, forcément on n'a pas envie en fait que les données soient vendues. Donc nous on a un hébergeur français, data center en France, qui est hébergeur de données santé et infogéreur, puisqu'en fait on est parti du constat que même si on récupère de la donnée émotionnelle sur le lieu de travail, ces données émotionnelles permettent de poser un diagnostic en psychiatrie. Donc même des choses pour moi qui sont collectées sur le lieu de travail après un événement traumatique ou toute autre chose, c'est de la donnée de santé. Et donc données de santé, on se met à un degré en fait de sécurité très très haut pour que justement elles partent pas et que surtout elles soient pas levées quand on héberge en fait chez Amazon ou Google. Et nous, on est hébergeurs agréés aussi de données de santé et nos données sont en Europe. Et les données émotionnelles sont déjà chez les GAFAM, puisque la majorité des données de comment vous vous sentez, vous les avez déjà postées sur Facebook, Instagram et autres. Donc en fait, c'est déjà parti. Et notre question, juste à côté, un monsieur que je crois qu'on a déjà vu hier. Oui, c'est ça. Je vais essayer d'être un peu plus court, mais je vais être encore brut de décoffrage, je pense. Non. Mais plus sérieusement, en fait, c'est très intéressant. Mais alors, j'avais une question pour Koalou et pour Resilize. Donc déjà, pour Koalou, est-ce que vous avez eu le temps de voir justement l'intérêt que porte aussi le corps médical pour l'application, en dehors justement des personnes qui sont en dehors du corps médical, parce que forcément, vous n'avez pas... On est tous humains, je pense, donc vous aussi, forcément, vous avez un intérêt en ayant conçu l'application, mais c'est aussi bien d'avoir le retour aussi, je pense, de vos collègues pour savoir aussi au niveau de la santé mentale, justement, le point que ça peut apporter par rapport à ça. Ensuite, j'avais pour Mental Tech, du coup, savoir un petit peu, justement, est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord, parce que c'est un petit peu compliqué souvent, justement, de se mettre d'accord avec des idées souvent qui sont très divergentes sur les priorités à gérer pour faire évoluer les choses. Par exemple, s'il faut un investissement ou bien s'il faut partir sur je sais pas, une levée de fonds pour se dire bon allez, peut-être on va vraiment décoller sur un aspect très pointu en disant on va partir vraiment sur tel domaine sur le secteur de la santé. Est-ce que vous arrivez vraiment à gérer ça ou est-ce que c'est encore un peu compliqué, c'est encore en phase de prototypage ou un peu plus avancé que ça? Et du coup, on va devoir s'arrêter là. Déjà, il y en a 2, donc on va essayer d'avoir les réponses sur ces 2-là. Je suis
désolé, je crois qu'on était raccord. Ok, alors je vais commencer parce que ma réponse est est-ce que Coalou a apporté un bénéfice aux autres professionnels de santé? C'était ça. Comment ils voient, en fait, quelle est la D'accord. perception des Je pense qu'on a moi j'ai un bon retour de mes propres collègues qui voient. Alors ils n'ont pas encore perçu autant que moi le sujet de santé mentale. Je vais essayer d'être très très courte, promis Cédric, je vois ton regard. Il n'y a pas que moi, on me fait des gros yeux partout. Hein, tu sais. Donc oui, ils le voient très clairement et surtout que maintenant en fait on a prouvé scientifiquement que Coalou a un vrai impact dans le parcours de soins parce qu'on a un premier produit dans les établissements de santé. Donc on a prouvé que Coalou diminuait les troubles du comportement post-opératoire. Top, merci. Les enjeux du collectif Mental Tech pour se mettre d'accord, pour avancer ensemble. Donc les enjeux du collectif, le collectif, c'est pas faire des investissements ou aller chercher de l'argent, etc. C'est fédérer en fait un ensemble en fait d'entreprises. On est unis en fait sur les mêmes valeurs au départ, les 7, ce qui fait en fait qu'on a une ligne de conduite. Donc là, on s'est mis en place une feuille de route qu'on va communiquer au fur et à mesure. On a grossi. Donc voilà, donc c'est vraiment démocratiser, c'est pousser des propositions au gouvernement, c'est être un point de relais en fait entre les entreprises de la santé mentale et les institutions, l'agence régionale de santé, l'HAS, etc. Marie-Esther, Yannick, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'avoir cette table ronde avec vous. Merci à vous tous d'être venus. Merci.